nous avons écouté les 3 conférences. Maintenant, si vous avez des questions, la parole est à... L'opération en Libye, vous parlez d'opération franco-britannique. Il ne faudrait pas occulter le rôle des Américains au début de la crise, et même c'est quand même un commandement de l'OTAN qui dirige les opérations, et donc la logistique américaine est aussi dans le conflit, à ne pas occulter. Et concernant l'opération Serval, vous mentionnez que l'opération a été faite sous une résolution de l'ONU. À ma connaissance, on a plutôt évoqué le droit d'autodéfense, je crois l'article 51 de la Charte des Nations Unies à ce moment-là. Et donc, à vérifier, mais la résolution de l'ONU couvrait normalement l'intervention d'une force africaine. Et c'est la France qui, après, va instrumentaliser cette résolution en disant que son intervention a permis la mise en place de cette force. Et donc, au moment du déclenchement de l'opération, l'ONU ne couvre pas du tout. Et si mes souvenirs sont aussi, vous parlez de la demande du président, je crois que cette demande se limitait à un soutien aérien, notamment. C'est un livre de journalistes français. Donc là, c'est... Voilà. Petite précision. Mais merci en tout cas pour votre intervention sur les questions. Merci. Dans la rangée d'après. Bonsoir, moi c'est Nyang Abdoulaye, du Centre d'études stratégiques sur le co-entrepreneuriat. Je prends le dernier intervenant. Si vous pouvez élaborer sur le droit de surface qui a été acquis par des communautés de localité canadiennes. C'est exact que nos gouvernements sont sous tutelle, mais notre approche maintenant c'est de former la communauté des localités aurifères dans le cas du Mali à la citoyenneté mondiale. Je veux très bien qu'on développe leur capacité de création de croissance économique, mais sans les exclure de la formation du capital d'investissement. Donc, si cela n'est pas atteint, on part vers le nationalisme des ressources et qui peut tendre vers l'idéologie de violence. Donc, si nous sommes en insécurité humaine et sociale à cause des mines venues, eh bien, ça constitue une source de menace contre la sécurité économique, la sécurité du capital d'investissement et la stabilité des institutions. C'est comme une menace qui est un cas qui est là. Donc, ça, c'était vraiment à ce niveau-là. Maintenant, pour Isiaka, je pense que, effectivement, je suis d'avis qu'il faut éviter d'utiliser beaucoup de ces expressions. Personnellement, je suis de l'utilisation de l'expression extrémisme violent, qui ne donne pas de connotation ni musulmane, ni islamiste, ni autre. Donc, on a des organisations d'extrémisme violent ou des groupes spontanés de proximité d'extrémisme violent ou d'organisations d'État islamique. Sinon, effectivement, on tend vers une stigmatisation et on peut se tromper. Maintenant, en ce qui concerne le capitalisme mondialisé, mon cher collègue, je pense que le capitalisme même, on dit maintenant, il faut le capitalisme inclusif. Après la conférence du 27 mai à Londres, ils ont donc introduit cette notion de capitalisme inclusif. Et les institutions de Bretton Woods maintenant parlent de capitalisme de croissance inclusive. Et la communauté internationale, peut-être que c'est le tour de l'Afrique d'être la région de croissance économique globale, ils parlent aussi de prospérité partagée. Donc ça sont des expressions qui commencent à revenir. Mais je ne suis pas beaucoup d'accord avec vous que le gouvernement de transition ayant appelé la France à venir n'est qu'une pure manipulation en réalité. C'est-à-dire que le gouvernement de transition savait qu'il y a une loi 04051 qui porte l'Organisation nationale de la défense nationale, la défense civile, défense économique et défense militaire, dont l'article 7 dit, en situation de menace, vous faites appel à l'article 6 qui est sur une réquisition, mais aussi qui permet de soumettre à la répartition des ressources naturelles. Malheureusement, ils sont partis chercher la résolution 2100. Donc, en réalité, au lieu de passer par la législation nationale, on est allé chercher une législation internationale. C'est pour cette raison que le réseau citoyenneté a porté plainte contre l'ancien Premier ministre de la Transition pour délit, parce qu'il aurait dû d'abord utiliser la loi nationale avant d'aller utiliser la loi internationale. Et le Premier ministre actuel aussi est harcelé pour appliquer cette loi, parce que si cela est fait, le Mali sort de sa crise, tous ces problèmes liés à l'or et tout, et on va soumettre la répartition des ressources naturelles. Merci. Merci bien. Vous avez un intervenant juste, et puis ensuite on reviendra à la table de séance. Non, moi c'est de la Fondation Rosa Luxembourg. J'aimerais poser ma question à M. Issaka Souare.
et d'abord aussi le féliciter pour son exposé qui a consisté à regarder un peu la relation entre les mots et les choses et aussi à nous prévenir la tentation d'utiliser certains mots de manière indue. Mais je m'étonne un peu qu'en fait, il n'ait pas essayé de déconstruire le mot terroriste parce que c'est un mot qui a une très longue histoire et qui est assez drôle. Parce que du temps de la Révolution française, on considérait que Robespierre était un terroriste et les Américains s'en donnaient à cœur joie. Du temps aussi lorsque les esclaves noirs américains se battaient pour abolir l'esclavage, on les considérait aussi comme des terroristes. Et récemment aussi, vous avez vu que Nelson Mandela, qui a été prix Nobel de la paix au milieu des années 90, et président aussi de l'Afrique du Sud, n'est sorti de la liste de terroristes des États-Unis qu'en 2008. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que la notion de terroriste n'est pas assez vague? Est-ce que ce n'est pas une notion qui est manipulée par les puissants? Et si on va parler dans des termes scientifiques, qu'est-ce qui définit un terroriste? Parce que vous avez critiqué les notions de djihadistes, tout ça, mais à chaque fois vous avez employé le nom terroriste, et je trouve que ça n'a pas été très cohérent. Merci beaucoup. Voilà, nous revenons à la table de séance. Ceci, je parle M. Bourgeot. Il nous a amené à réduire la définition de l'Azawad à un concept, peut-être Touareg, local. Alors nous sommes perdus parce que nous pensons que l'Azawad, c'est une zone géographique qui couvre une bonne partie du Nord Mali jusqu'à la Mauritanie. Peut-être que cela correspond à une, je ne sais pas, à une forme, à une forme géographique, etc., ou locale, mais en fait, on ne peut pas réduire l'Azawad à cette petite zone que vous avez décrite alors que nous pensons que c'est une zone beaucoup plus vaste. Excusez-moi, il faut nous expliquer ça. D'accord. Yannick, vous avez une interrogation. Soirée, vous avez, vous allez mettre trois questions. C'est une question et soirée, une question. Alors d'abord, Yannis, c'est ça? Il y a un point sur lequel je suis d'accord avec vous, c'est sur la résolution de l'ONU. Sur l'autre aspect, non, je ne crois pas. Ça résulte effectivement d'une demande écrite. Je ne pose pas le problème des conditions d'élaboration de la demande écrite. C'est autre chose. Mais il y a eu une demande écrite émanant du président de la transition, le professeur Nyankunda, qui a appelé les forces françaises à intervenir. Je crois que ça, tout le monde le reconnaît. Encore une fois, je ne parle pas des conditions d'élaboration de cette lettre. Il paraît qu'il y avait des fautes d'orthographe qui ont été corrigées. Ça, c'est autre chose. Voilà. Maintenant, sur un problème de fond qui me paraît plus important, parce qu'il a un contenu idéologique. Je réponds à la question de cette association sur la citoyenneté. Le capitalisme inclusif, ça n'a rien à voir avec le capitalisme mondialisé. Inclusif, c'est quand même une charge idéologique qui relève des appareils d'État et c'est le vocabulaire des institutions internationales que l'on rencontre partout. Le capitalisme mondialisé, c'est très différent. Quant au partage, c'est aussi le vocabulaire à la mode de l'idéologie partisane partagée du gagnant-gagnant. Donc je crois qu'il faut être très vigilant sur l'utilisation des termes. Capitalisme inclusif, je vous pose la question, c'est quoi? Quelles sont les dynamiques spécifiques du capitalisme inclusif par rapport au capitalisme mondialisé? C'est pas du tout la même chose. Je crois qu'il disait croissance inclusive. Mais croissance inclusive, le capitalisme, se pose le problème des relations entre la croissance. On dit qu'en Afrique, que le continent africain a une croissance à 2 chiffres. Est-ce que ça débouche sur un développement à 2 chiffres? Je constate que la croissance, effectivement, est à 2 chiffres et que la pauvreté augmente. Donc on est en droit de se poser des questions sur le contenu de cette croissance inclusive. L'idéologie partagée, c'est l'idéologie à la mode du gagnant-gagnant. Le dernier sommet France-Afrique, qui a été encadré par le ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Fabius Laurent, il a eu recours à cette notion de partage. L'idéologie du partage ne me semble pas caractériser les dynamiques spécifiques du capitalisme. Je crois comprendre que, historiquement parlant, le capitalisme est davantage fondé sur l'exploitation que sur le partage.
Voilà. Maintenant, sur le terrorisme, je souscris à ce que vient de dire l'ami de l'association Rosa Luxembourg, mais il aura fallu aussi mentionner qu'au moment de la Deuxième Guerre mondiale, les communistes étaient des terroristes. Si vous prenez l'exemple de l'Afghanistan, lors de la guerre entre l'Afghanistan et l'Union soviétique, c'était des rebelles. Ces mêmes rebelles-là deviennent des terroristes dans une situation historique et politique complètement différente. Donc attention effectivement à ne pas utiliser ces termes-là en dehors de leur contexte de production, parce que ça fait partie encore de l'idéologie. Maintenant, je vais faire le lien avec le djihad. Il faudrait recenser tous les mouvements de l'islam politique dans lesquels figure le terme djihad. À ma connaissance, il n'y a que le Mejao, un mouvement unitaire pour l'unité du djihad en Afrique de l'Ouest. Tous les autres ne se réfèrent pas au djihad, tous, y compris le GSPC. En revanche, et là je réponds à mon collègue de droite, on se réfère au salafisme. Le salafisme djihadiste, c'est autre chose que le djihadisme, d'une part. D'autre part, le salafisme, il y en a d'autres. Il y a celui du XIIIe siècle et ensuite celui du XVIIIe avec la wahhabia. Donc on ne peut pas simplement se limiter à la manière dont les journalistes traduisent des faits. Les journalistes, ils sont là pour simplifier la réalité. Donc pour éviter effectivement de présenter la complexité. Aucun des mouvements, que ce soit ACMI, Al-Qaïda ou Bahreïn islamique, se réfère au djihad. Le GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat, ne se réfère pas au djihad. En revanche, vous avez Ansar el-Din al-Salafiyya, animé par Iyad Agrani al-Touareg. C'est pas de référence non plus au djihad. Donc ça montre bien les différentes écoles, les différentes pratiques de cet islam politique qui prend des formes différentes et donc des appellations différentes. Je crois qu'il faut s'appuyer sur des appellations vernaculaires qui donnent un sens politique à ces appellations. Maintenant, à Zawad, je ne suis pas surpris que mon ami de Mauritanie considère, parce que ça c'est le point de vue mauritanien. En anthropologie, c'est une des premières choses qu'on apprend. Vous êtes frontalier au Mali. Et cet espace frontalier au Mali s'appelle Azawad. Qu'est-ce que vous faites? Vous globalisez et vous, à partir de toute cette frontière limitrophe entre la Mauritanie et le Mali, il y a l'Azawad, vous globalisez et tout le reste c'est Azawad. Moi je m'appuie sur des catégories de découpage géographique endogène. Parce que la revendication de l'Azawad, ce n'est pas les Mauritaniens, c'est les Touaregs maliens, plus particulièrement les Kaladars. Et cette notion d'Azawad, encore une fois, selon les catégories endogènes, est une notion ethnogéographique qui correspond à ce que j'ai décrit tout à l'heure. Lorsque le MNLA transforme les découpages administratifs en territoire politique, je dis qu'il y a une manipulation politique. C'est pas vrai, il n'y en a jamais eu de territoire d'Azawad qui a constitué le territoire des ancêtres des Keltamachèques. C'est rigoureusement faux. Il n'y a jamais eu ça. Ni chefferie, ni royaume, ni empire. Donc c'est une construction politique qui répond à une situation. Et pour répondre à votre question, que je comprends bien, on est tous confrontés à ça. Donc vous avez une frontière, l'autre côté de la frontière Azawad, et vous globalisez le tout. Ce qui ne correspond en aucun cas à l'organisation politique des différentes chefferies du septentrion malien. Merci. Je dirais un mot rapide sur la participation des communautés locales au capital des entreprises minières ainsi que de l'État. On sait que lorsqu'un projet minier est signé, par exemple ici, le capital de la société s'élève à 75%. L'État peut avoir entre 10 et 20% du capital et 5% revient éventuellement à la communauté. Cela procède, il me semble, d'une stratégie qui fait suite au concept de démocratie qui est celui de gouvernance, qu'on cite beaucoup. La gouvernance, qu'est-ce que c'est si on la définit rapidement? C'est de soumettre toute forme d'organisation aux logiques inspirées du monde privé. On essaie de faire de tout le monde des partenaires sur la mode commerciale, donc de voir les écologistes, les communautés locales, les gouvernements, les entreprises, les différents représentants de la société civile, par exemple, comme des partenaires, des participants d'un même projet, même si c'est à titre inégal, et visant au fond à lier tout le monde à un même projet sur le mode du consensus, partenariat, et ainsi de suite.
et vont le faire participer à titre très minoritaire des communautés à l'actionnariat, c'est une façon en fait, de les coincer dans le projet, même si souvent le projet peut aller à l'encontre de leurs intérêts au fond politiques. C'est de créer une sorte de contradiction dans le positionnement. On voit beaucoup ça aussi dans le contexte du salariat. Et bien évidemment, dans tout ça, le rôle du Canada, c'est de couvrir la société lorsque ça se passe mal. Je veux dire, par exemple, si des citoyens et citoyennes de Sadiola avaient voulu poursuivre le gouvernement, la société IAM Gold, qui est membre du consortium de la CEMOS, étant donné les atteintes à la santé publique et les problèmes graves de pollution qui ont eu lieu à Sadiola et à Yatela, on se serait fait dire au Canada, vous ne pouvez pas poursuivre chez nous, il n'y a aucun recours chez nous, et au fond, la société se trouve en quelque sorte à avoir accès à des capitaux abondants, à des soutiens politiques en ce qui concerne sa trésorerie au Canada de manière tout à fait exclusive par rapport aux autres pays du monde, avoir une diplomatie sur mesure qui, au fond, veille à ses intérêts dans le pays où elle évolue, et en plus d'avoir droit à l'impunité, en quelque sorte, du fait de pouvoir se réfugier dans cet havre de l'inscription des sociétés minières. Donc le problème aujourd'hui, c'est pas de dire que toutes les sociétés minières sont terribles, quoi qu'il s'agisse d'une industrie qui, de par ses opérations, est problématique, parce qu'il s'agit quand même de s'accaparer des territoires, de les creuser, je veux dire, avec des modes souvent polluants. Mais il reste que le problème du Canada, c'est qu'il permet à l'industrie minière d'évoluer hors de tout contrôle. Donc il ne reste plus ensuite qu'à se fier à ces déclarations, à leurs déclarations de vertu sur la responsabilité sociale des entreprises, des choses comme ça, mais il n'y a plus de forme d'encadrement public là. Et c'est en cela que le Canada est problématique, parce qu'il se rend complice par passivité d'éventuelles dérives de la part des sociétés qui le couvrent. Merci. Nous allons passer de nouveau. Oui, pardon. Excusez-moi. Vous avez tout à fait raison. Je suis conscient de la subjectivité de l'usage du terme terroriste. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez bien dit, ça a souvent des gouvernements pour discréditer un mouvement de l'opposition armée peuvent effectivement décider de les libérer comme terroristes. Je pense qu'il y a des actes terroristes, mais le plus neutre serait de les appeler par leur nom. C'est-à-dire les différents groupes, ils ont des noms, on les appelle par leur nom, et là, on reste plus neutre. Si maintenant nous sommes en face d'un tel groupe et vous voulez maintenant concevoir des stratégies de lutte contre le groupe, c'est en ce moment où vous allez voir leur manière d'action, mais je suis d'accord avec vous que effectivement c'est subjectif son usage. Concernant le djihad, ce n'est pas seulement le Moudjahou qui a... Boko Haram ne s'appelle pas Boko Haram, ils ne s'appellent pas eux-mêmes Boko Haram, ce sont les autres. Et dans leur nom, je pense que c'est quelque chose comme le Jamaat, l'Islamia, le Djihad, le Tawhid, quelque chose comme ça, ils sont djihad. Shabab aussi, en Somalie aussi à djihad, donc ce n'est pas seulement ces groupes-là, mais ce que je vais souligner là, c'est que nous utilisons un terme là qui renvoie à une notion liée à une religion, et c'est faisant, et qui a deux, trois exceptions. Ces faisant, on réduit cette notion à une de ces exceptions qui est manipulée, et d'abord on stigmatise la communauté, puis on permet à ces gens-là de continuer avec leur manipulation au lieu de les isoler de la communauté. Et ce n'est pas quelque chose que nous faisons, en fait, ce n'est pas spin doctrine comme diraient les anglo-saxons. Nous sommes juste en train d'être objectifs et neutres. Donc ils ont des noms, utilisons ces noms, et je pense qu'on résoudra beaucoup de problèmes. Merci. Merci. Deuxième tour de table, mais cette fois avec une question que je pose à la fois aux panélistes et à la salle. Le thème du panel, c'est comment sortir des interventions étrangères actuelles. Est-ce qu'après les exposés, les discussions, on peut aborder maintenant une réponse à cette question qui a été posée au panel? Vous avez la parole. Les panélistes qui ont fait des brillantes interventions. Il y a une question qui avait été posée et qui n'a pas reçu de réponse. Je m'appelle Idrissa Touré, je suis de Diogo Nimaya.
Il y a une question sur les terres. Comment au Canada, les communautés locales ont pu disposer de ressources de surface dans le cadre de l'exploitation de l'or et les industries minières, et par rapport à ça, quel est le conflit qui fait que les communautés de localité ont le droit de surface et les industries vont jusqu'à profondeur. Je veux comprendre cette fois. Bon, le problème d'accaparement des terres, je crois que d'une manière générale, il faut aussi voir que il faut que de plus en plus que l'on permette aux sociétés nationales de participer aux industries extractives. Parce qu'on ne peut pas être du Canada ou bien d'Australie, acheter des permis, venir trouver des gens qui sont sur une terre depuis des millénaires, dire que ça c'est ma terre et on les chasse de leur terre. Comment on peut expliquer ça? Est-ce que c'est possible ça en France, ou bien au Canada, ou bien aux États-Unis? Merci. Merci. Devant l'évidence qu'il fallait lâcher du lest, il a bien dit à Foucault, beaucoup d'un entretien, les problèmes de souveraineté, à savoir la monnaie, les affaires étrangères, la défense, ça c'est pour nous. Maintenant, je reste ça. Ce qui explique que la puissance étrangère, l'ex-puissance étrangère, a gardé les bases militaires en Afrique, qu'ils soient à Ouakam, à Abidjan, à Libreville, à N'Djamena, etc. Vous comprenez? La France a toujours compris que sa vraie puissance, c'est l'Empire. L'Empire, c'est quoi? C'est l'Hexagone et les anciennes colonies. C'est elle qui a fait la puissance de la France. Donc, il n'est pas question pour la France de laisser la défense aux États africains. Rappelez-vous au mois de juin dernier. Comment peut-on comprendre que c'est Paris qui convoque la défense de l'Afrique à Paris? Tous les anciennes colonies, plus le Nigeria, plus le Niger était à Paris. Plus le Nigeria était à Paris. C'est pour dire qu'il est temps pour les Africains de s'assumer, ce qui n'est pas le cas maintenant. L'Union africaine, elle sert à quoi? Lorsque le cas s'est passé au Mali, l'Union africaine a fait des réunions, a tergiversé, a attendu. En fait, l'Union africaine n'a pas les moyens. Le Nigeria, on dit, est la plus grande puissance militaire africaine. Elle n'a pas les moyens, la preuve, Boko Haram est là. Défie l'État nigérien. Donc il est temps que les armées africaines, qu'en Afrique du Nord, qu'il y ait des armées africaines. Pour le moment, il n'y en a pas. Des hommes en uniforme, sans moyens, sans formation, ne peuvent pas faire face à ce qui est en face d'eux. On a vu que ce qu'on appelle les terroristes, les djihadistes, sont mieux équipés, mieux formés, mieux aguerris que nos armées, que les armées africaines rassemblées. Donc, il y a un problème qui se pose. Il y a un problème qui est là, qu'il faut que le forum auquel nous participons aujourd'hui, nous devons, à la fin de ce forum, pouvoir ébaucher des solutions. Quel type d'armée il faut? Quel type de défense il nous faut? Tant que nous resterons à la botte des puissances européennes, on parle de notre souveraineté. La souveraineté d'un État, c'est quand même sa défense. La défense, elle est militaire. La défense, elle est financière. Mais tout ça, on ne s'assume pas. Donc, j'estime qu'il y a une réflexion à mener au niveau du continent. Nous sommes au XXIe siècle. Il n'est pas normal qu'après les différentes colonisations que nous avons connues, après les indépendances fictives, que nous ne sommes pas arrivés à reconnaître que nous avons failli quelque part et qu'il y a quelque chose à faire.
dans le cas du Mali est là, nous avons vu. Comme les 90 généraux, ils ont fui devant les armées djihadistes. Ils ont fui. Ils ont jeté les tenues et les armes dans le fleuve. Parce qu'ils ne sont pas formés. Vous comprenez? Et ce qui s'est passé au Mali, c'est le même cas qui s'est passé en Centrafrique, qui s'est passé en RDC et même en Côte d'Ivoire. On a vu, ils ne sont pas forts. Les armées africaines ne sont pas prêtes. Ils ont des gros bras pour terroriser, pour faire des coups d'État. Mais pour jouer leur rôle régalien, ils ne peuvent pas le faire. Donc, je crois que ce forum, elle est bienvenue. Toute l'Afrique est là, si je peux m'exprimer ainsi. Posons la question et trouvons ensemble des solutions. Merci. Paris, sous la direction du professeur Bourgeot. Et, monsieur le professeur, puisque nous parlons de la sortie de la crise malienne, selon vous, pourquoi les CEMOC n'ont pas été capables d'apporter le moindre élément dans la résolution du conflit malien? Les CEMOC, il s'agit du comité d'état-major commun qui est basé à Tamaracet. Ça, c'est la première question. La deuxième, ce n'est pas une question, c'est une observation. Et mon père qui vient de laisser le micro tout de suite, il est facile très souvent d'accuser l'armée nationale du Mali. Moi, je ne suis pas d'accord avec ces accusations-là. Ce sont les politiques maliens qui ont détruit notre système de défense. Ça, les gens ne le disent pas. Le 17 juin 1992, quand Alpha Mara Konaré est venu au pouvoir, on sait ce qui s'est passé au Mali ici. Quand il convoque les officiers supérieurs de l'armée pour le dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'une armée forte, mais plutôt des institutions fortes. On a vu. Si ce sont les institutions qui pouvaient défendre le Mali contre le terrorisme, nous avons vu. Et quand l'autre là est venu, qui s'est dit un général, parachute, lui, au lieu de, comment dirais-je là, de réparer ces vides-là, il n'a fait qu'aggraver. Je ne peux pas comprendre que l'Alpha Mara Konaré puisse échouer dans l'éducation en tant qu'enseignant et fils d'enseignant, et que le président a été, en tant que militaire, échoue également sur le plan sécuritaire. On dit, on répète, il faut mutualiser les efforts. Mais comment mutualiser les efforts à partir du moment où nous sommes dans la logique de souveraineté? C'est ça le problème aussi. Quand le Mali demande quelque chose à Mauritanie, non, moi je suis un État souverain, je ne suis pas d'être dans ces choses-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le meilleur moyen est que les États, de façon individuelle, prennent conscience des dangers qui menacent leur souveraineté. Le Mali sécurise sa frontière, la Mauritanie sécurise sa frontière, et comme ça, on parvient à sécuriser une zone géographique. Mais dire qu'on va mutualiser les efforts, en tout cas en Afrique ici, ça ne sera jamais possible. On a vu la CEDEAO, qui n'a même pas une armée, à plus forte raison de lutter contre les armées des djihadistes. Je ne vais pas monopoliser la parole, j'ai beaucoup de questions, d'observations, mais ça va. Merci. Président d'une structure de jumelage avec Thessalonique au nord du Mali, je travaille sur les questions de développement. Une interrogation par rapport aux propos d'André Bourgeot sur le capitalisme mondialisé, qui, chacun le sait, fait des ravages. Il a bien fait le lien entre le capitalisme mondialisé et la militarisation. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a un autre modèle qui se dessine, c'est la mise en place des BRICS, hein, qui évolue beaucoup. Et je crois qu'il ne faut pas oublier cet instrument qui semble faire un long chemin, puisque récemment, au mois de juillet, à Fortaleza, au Brésil, il y a eu une décision quand même de créer une banque, hein, qui viendra concurrencer le FMI, la Banque mondiale, etc. On connaît les ravages du FMI, ici, vous savez ce qui s'est passé en Afrique, mais le FMI fait ses ravages aussi en Europe, hein, dans un certain nombre de pays. Je citerai la Grèce, l'Espagne, le Portugal, etc. Et même, de temps en temps, il y a des, comment dirais-je, des réflexions, des remarques qui sont faites par rapport à la France. Et on sait aussi qu'il y a un certain nombre de pays africains qui souhaitent intégrer donc, cette structure des BRICS. Est-ce que là, on a vraiment des pistes de travail, je veux dire, intéressantes et positives pour le développement? Et puis, est-ce que de cette façon-là, on pourra répondre aussi aux questions militaires qui sont posées? Parce que c'est vrai, et ça a été évoqué récemment à Dakar dans un débat avec la Fondation Rosa Luxembourg, avec nos amis d'Arcade, où il y a eu une intervention qui m'a fait réfléchir. Ces organisations-là, comme les BRICS, ne parlent pas d'organisation militaire. Mais est-ce que demain, ils ne vont pas s'organiser militairement?
Donc il me semble que peut-être une des réponses probables aussi à la crise, c'est peut-être l'accès d'un certain nombre de pays au BRICS. Voilà. Une question qui porte sur le modèle du code minier relevant du free mining, c'est-à-dire l'appropriation potentielle du sous-sol par la société, tandis que la surface, c'est-à-dire le sol lui-même, est détenu par d'autres propriétaires. C'est un code minier qui existe depuis très longtemps au Canada lui-même. Et ce qu'il faut voir quand on parle du Canada, le problème c'est qu'on ne sait pas tout à fait de quel type d'État qu'on parle, parce que c'est un État assez singulier finalement, le Canada. Très souvent d'ailleurs, les Canadiens vont se targuer de n'avoir aucun passé colonial, et c'est vrai. Le Canada n'a pas de passé colonial tout simplement parce qu'il est un passé colonial. C'est-à-dire que le Canada a été dans l'histoire de l'instrument de l'Empire britannique pour faire main basse sur les ressources abondantes du Nord au profit de l'Empire britannique. Donc toutes les institutions qui existent au Canada sont des institutions d'inspiration coloniale. Et encore aujourd'hui, le Canada est une forme de colonie, étant donné que le Québec est une sorte de minéralo-État avec un code minier tout à fait d'inspiration coloniale, l'Alberta est un peu trop État, ainsi de suite. Et au fond, j'ai l'habitude de dire souvent que le Canada est une sorte de Congo de Léopold II réussi. C'est une sorte de vaste zone de libre-échange gérée par les institutions qui s'assurent qui veillent à la circulation entre investisseurs, essentiellement. Et donc ce code minier développé d'une manière outrancièrement avantageuse pour les sociétés minières au pays, au détriment des Premières Nations, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Amérindiens, pendant des décennies, s'est développé sur un mode mondialisé quand, à partir des années 1990, le Canada a en quelque sorte ouvert son modèle à l'investissement étranger aux fins de favoriser l'exploitation des ressources minières dans le monde, l'exploration via cette couverture qu'il offre. Donc ça a été, en fond, ce que j'ai décrit comme étant un modèle lié à la mondialisation et au développement du capitalisme à partir des années 1980-90, relève au Canada d'une histoire intérieure, et au fond on a mis au bénéfice des investisseurs étrangers actifs dans le monde ce modèle. Et pour répondre rapidement à la question qui m'était posée, chez nous aussi on peut exproprier n'importe qui du moment qu'on a acquis des droits sur le sous-sol. Et il y a même des militants qui se sont amusés à claimer, c'est l'expression, c'est-à-dire obtenir des droits d'exploration sur le Mont-Royal, qui est un peu l'équivalent du Central Park à New York, c'est une espèce de poumon vers la ville de Montréal, pour montrer qu'au Québec, on pouvait vraiment obtenir des droits d'exploration minière sur n'importe quel site, y compris le plus symbolique. Donc, au fond, c'est un modèle qui existe encore chez nous et qui est tout simplement promu ailleurs via la Banque mondiale par des intérêts canadiens. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, pour répondre à Cheikh Mahi Coulibaly, le CEMAC, tout le monde sait que c'est une coquille vide. Et cette coquille vide, elle résulte aussi de décisions politiques, sauf erreur de ma part. À l'époque de la gestion de l'ex-président ATT avait sollicité cette organisation pour organiser une grande conférence internationale sur le septentrion malien. La question et la demande est demeurée sans réponse. Donc on se demande effectivement pourquoi il y a eu le CEMAC. Maintenant, sur les institutions fortes et pas d'armée forte, je voudrais quand même aussi avoir une approche historique et politique sur ce que sont devenues les armées nationales, tant pour le Mali que pour le Niger et d'autres. Au moment des indépendances, c'était la seule entité homogène susceptible de créer les conditions d'une approche républicaine de ces États. Bon, il s'est avéré qu'une succession de coups d'État militaires, je crois qu'au Niger et au Mali, en termes quantitatifs, ça a été à peu près, peut-être un peu plus au Niger qu'au Mali, ça a contribué sensiblement à affaiblir l'armée nationale de conception républicaine. Cas particulier quand même au Mali, où là, effectivement, l'armée nationale ne devient plus républicaine, mais on y introduit une dimension ethnique sensible, plus particulièrement au moment des conditions d'application du pacte national en 92 ou 95, je ne me souviens plus, et surtout en 2006, puisque les anciens rebelles étaient intégrés de facto à un grade important au sein d'une armée nationale. Donc la dimension ethnique, elle intervient et elle fissure
d'une manière assez sensible, et encore maintenant, puisque tous ces intégrés-là, de 1995 et de 2006, c'est plusieurs dizaines, on m'a parlé même de, ça dépasse 100, une centaine d'officiers intégrés dans l'armée de l'air, tous déserteurs, ralliant avec armes et bagages le mouvement national de libération de l'Azawad. Donc on n'est pas surpris non plus qu'il y ait cette dégradation de ces armées nationales qui, de plus en plus, encore une fois, au Mali, incorporent une dimension ethnique. Donc la conception républicaine n'est plus du tout là. J'observe aussi que dans le discours politique, on fait de moins en moins référence à cette notion de république. Donc voilà, il semblerait, pour avoir eu des entretiens, des discussions avec des officiers supérieurs de l'armée de l'air et de l'armée de terre, que c'est qu'il y a un phénomène qui date de l'époque de la gestion d'Aoka Omar Konaré, qui a déjà introduit cette là. Alors c'est légitimé par ces gens-là, au nom de l'intellectualisme incarné par Aoka, et la prise du pouvoir, selon cette version-là, par des intellectuels peu soucieux des réalités militaires. C'est une version, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, la mise en place des BRICS. Merci Jean-Didier d'avoir complété cette intervention, parce qu'effectivement, ça joue un rôle important, et plus particulièrement, et là ça va à l'encontre de la notion de capitalisme inclusif. Je ne savais pas que la notion existait, je la trouve amusante. Parce qu'effectivement, le capitalisme mondialisé, il s'inscrit dans un contexte de compétitivité, de compétition, qui fait en sorte que les États-nations tels que la Chine et tels que les BRICS sont difficilement acceptés par les multinationales occidentales. Donc cet aspect compétitif, je crois que si en France il y a un président de la République qui s'appelle Hollande François, avec son Premier ministre, qui est un fervent partisan du pacte de compétitivité. Donc ça va complètement à l'encontre de cette notion de partage et de capitalisme inclusif. Je pense qu'effectivement, il y a des enjeux importants. J'en veux aussi pour preuve sur ce qui s'est passé, vous êtes malien, vous le savez mieux que moi, sur une dizaine de sociétés juniors dans les mines, dont on a retiré les permis de recherche parce qu'ils n'ont pas honoré leur contrat, et ce, au profit de grandes sociétés seniors, y compris la société chinoise, mais pour la plupart sont des sociétés occidentales. Simplement pour terminer sur cette compétitivité et sur ces nouvelles formes de rapport de domination, si on prend l'exemple libyen, il y a maintenant 10 mois ou 1 an, c'était 35% des opérations de reconstruction, donc des immeubles, etc., libyens, qui étaient accordés à des sociétés occidentales. Aucune société africaine, on n'a attribué aucun marché aux sociétés africaines. Donc on voit bien que le capitalisme mondialisé n'est pas du tout l'idéologie du partage. Merci. Merci bien. Vous voulez dire deux mots? Allons-y, Issaka. Je voudrais essayer de répondre à la question posée par le modérateur, qui nous ramène en fait à la thématique du panel. Comment sortir des interventions étrangères. Et je vais laisser actuel, parce que c'est général, c'est vraiment actuel et futur. Parce qu'il y a un certain nombre de facteurs qui, s'ils continuent d'exister, on aura toujours des interventions étrangères. J'ai compris. Le premier point, je pense, il faut des mesures de prévention structurelle de conflits. C'est-à-dire, surtout qu'ici il s'agit des interventions militaires, ces interventions sont occasionnées par des situations de conflictualité dans nos pays. Donc il faut prendre des mesures pour prévenir qu'il y ait des situations de conflit. Et là, une mesure qui me semble importante, c'est la bonne gouvernance politique. Quand on prend par exemple l'exemple de ce qui vient de se passer, qui est en train de se passer au Burkina Faso, on voit en fait la volonté d'un homme à tailler les règles régissant la gouverne de toute une nation à sa mesure. Donc je pense qu'il y a là un élément important. Et quand je regarde par exemple, ça c'est la problématique de la clause limitative des mandats présidentiels, de façon sommaire,
quand on regarde actuellement, par exemple, la constitution des 54 pays africains, je vois, pour vous donner quelques statistiques, il y a 38 constitutions qui comprennent cette clause limitative, des mandats ou des 3, par exemple à Maurice, entre 4 ans et 7 ans. Et nous avons 9 pays qui ne l'ont jamais eu, et 7 pays qui l'avaient et qui l'ont déverrouillé, y compris l'Ouganda, l'Algérie, Djibouti dernièrement. Je pense en 2005 et 2006, lors des négociations pour l'adoption de la charte africaine sur la démocratie, la gouvernance et les élections, il était en fait dans une première version qu'il y ait une limitation des mandats présidentiels à travers le continent. Ça n'a pas été retenu, mais je pense que ce qui se passe actuellement au Burkina nous donne l'opportunité de rouvrir ce débat, d'autant plus, nous sommes sur le Chatham House Rule ici, non? Mais si tu parles dans mon autorisation, ici. Oui. Okay. Oui, ok, bon, je ne vais pas m'aventurer sur le terrain. Il y avait des pays qui s'étaient opposés à ça, lesquels pays ne sont pas sont dans une posture favorable si on devait rouvrir ce débat. Donc je pense qu'il s'agirait de mener une campagne pour que les pays qui ont cette clause, et il y en a où des élections se profilent l'année prochaine ou l'année d'après, où des dirigeants s'apprêtent effectivement à s'adonner au même exercice à la compaorée. Donc il s'agira de battre campagne pour éviter que ces leaders-là ne fassent sauter cette clause, faire campagne pour que les 7 pays qui l'avaient et qui l'ont déverrouillé le rétablissent. Par exemple en Afrique de l'Ouest, ici il n'y a que le Togo, et maintenant les 9 pays qui ne l'ont jamais eu, en Afrique de l'Ouest ici il y a que la Gambie. Donc pour que ces pays-là l'adoptent. Et comme ça, je pense que ça ne va pas résoudre tous nos problèmes liés à la gouvernance, mais c'est un gros problème. Deuxième point, c'est la bonne gouvernance économique. C'est-à-dire souvent, les manquements aux règles de la bonne gouvernance politique et économique donnent le prétexte, parce que les conflits armés sont à la fois sur les griefs, mais aussi sur l'avidité. Donc, pour retirer le prétexte aux seigneurs de la guerre, il faut faire en sorte que les gouvernants que nous avons respectent les règles de la bonne gouvernance. Parce que même l'étranger, souvent, utilise des éléments locaux pour intervenir, il se cache. On n'est plus maintenant, en fait, dans les années 40. Et troisième et dernier élément, c'est que nous devons renforcer nos capacités. Oui, on peut et on doit conjuguer les efforts. C'est une chose de dire, je vois, ça c'est difficile, mais je sais que c'est la bonne voie. C'est autre chose de dire que je sais que ça c'est la bonne voie et je ne veux pas l'emprunter. Donc dire, je suis un État souverain, mais il faut assumer les conditions de cette souveraineté, sinon il faut se taire et il faut cesser de réclamer cette souveraineté. Et alors, il y a, à mon avis, si nous avons la bonne gouvernance économique, nous pouvons avoir les moyens. L'Afrique n'est pas pauvre, nous le savons. On peut avoir les moyens pour se doter des moyens qui sont à même de nous permettre de lutter contre ça et ne pas faire appel à l'étranger. Et côté économique aussi, il y a un paradoxe. Nous prenons le libéralisme et l'interventionnisme sur le front économique, mais le souverainisme sur le front politique. Réduisons l'interventionnisme économique et nous accroîtrons le non-interventionnisme politique. Si le FMI et la Banque mondiale étaient battent, parce qu'ils viennent et prétendent nous donner de l'argent, on est coquet avec ça. Alors, pour réduire ça, parce que celui qui va venir avec l'argent, il va venir aussi avec les politiques pour dire qu'il veut soutenir comment cet argent-là est utilisé. Donc, dans nos différents pays, on peut le faire au niveau de nos institutions régionales et elles servent à quelque chose.
elles servent à quelque chose, nous devons mutualiser les efforts. L'intervention française, Serval, ce n'était pas seulement la France qui l'a financée. On le sait. Il y a quelques semaines, les États-Unis ont envoyé une facture à la France pour les rembourser. Vous avez vu ça dans les médias. J'étais rapporteur de la conférence des donateurs pour le Mali le 29 janvier 2013 à Addis Abeba. Et certains des fonds qui avaient été annoncés ont été utilisés pour autre chose que la MISMA. Ça, c'était pour la MISMA. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais ce que je vais dire pour finir, en Afrique, nous avons des moyens, il faut les mobiliser, et pour ce faire, il faut une saine gestion de ces moyens, et comme ça, il faut avoir une confiance en soi. Il faut croire en ses capacités en tant qu'Africain, parce qu'on peut conjuguer les efforts, et ce que le Français peut faire avec l'appui des Canadiens, l'appui des Allemands, allez à l'intégration ici. Vous verrez en fait que ce n'est pas seulement les Français qui sont là. Donc on peut conjuguer, nous devons conjuguer nos efforts, ou alors arrêtons de se voiler la face et dire nous sommes des États souverains. Merci. Merci bien. Dernière liste, je vois cadre. C'est une organisation assez vieille, même si sur le plan militaire, c'est ces années-ci que vraiment ils ont brûlé le nord du Nigeria. Moi, je me rappelle, il y a 10 ou 15 ans, il y a un grand article sur Boko Haram, signé par Wole Soyinka. Vous devez savoir, Boko Haram, bon, c'est un slogan, mais eux-mêmes, en tant que courant religieux et idéologique, ils se rattachent à quoi? C'est extrêmement important, parce que nous sommes là aussi pour apprendre. C'est une question que je vous pose, parce que vous devez certainement être informé de ce côté. Merci. Maintenant, je voudrais revenir sur le problème de comment éviter les interventions étrangères. Vous savez, nous, Africains, quelque part, ce qui se passe au Mali, et c'est quelque chose qui doit donner beaucoup nous donner à réfléchir, parce que d'abord, c'est un affront qu'un vieil État comme le Mali, son armée, ne peut pas assurer le minimum d'aspect de sa souveraineté en matière de défense. C'est très grave. Et ça a une explication. Il ne faudrait pas se tromper et se voiler la face. Ce n'est pas le cas du Mali seulement. Le cas du Nigeria est là. Le cas d'autres pays sont là. C'est qu'en réalité, les Africains, c'est, excusez-moi, hein, c'est pas pour la glorification des Traoré, les Africains ont montré que c'est des bons soldats. C'est pas pour rien que le général de Gaulle a appuyé la libération de la France essentiellement en contournant l'Europe par l'Afrique. Parce que les Africains sont capables d'être de bons soldats, ils l'ont prouvé au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Après l'indépendance, nous avons eu des armées composées pour la plupart de jeunes officiers. Je dis bien de jeunes officiers, mais quand même nous avions des officiers, nous avions des soldats. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, nos États, quand on parle de souveraineté et de devoir régalien, n'ont pas considéré les armées comme étant des instruments régaliens de défense de souveraineté et de défense nationale. Les civils les ont considérés, peut-être à juste titre, un peu comme des concurrents. Les coups d'État ont commencé très tôt. C'est-à-dire que les militaires ont commencé à s'emparer du pouvoir. S'emparer du pouvoir, et par conséquent, en réalité, les civils en ont eu peur, et ils les ont négligés, ils ne leur donnent plus aucun moyen, sauf de grosses inscriptions budgétaires qu'on leur délègue. Prenez vos différents budgets, dites-nous différents budgets. Il y a des chiffres énormes. Chez moi, c'est entre 35 et 40% des budgets nationaux. Vous vous rendez compte? Mais comment c'est géré? C'est géré entre une poignée d'officiers supérieurs pour leurs intérêts personnels. Ce n'est plus l'institution militaire armée qui est gérée, qui est équipée, qui est éduquée, qu'on équipe, qu'on finance. Ce sont des personnes
qui se financent. Qui sont d'ailleurs dans la plupart de nos États, parmi aujourd'hui, les personnes les plus riches, les plus fortunées. Certains ont créé des sociétés. En tout cas, chez nous, on a créé des banques. Oui, il faut, M. Koulibaly, mon oncle, il faudrait bien qu'on s'écoute. Parce que ce qu'on dit ici est très grave et c'est très sérieux. Il faut aller au fond des problèmes. Donc, nos armées, tantôt on en a peur, tantôt c'est au fond la moitié du pouvoir, autonome, etc., mais qui néglige son devoir régalien. Les gens se partagent le budget de l'État entre officiers supérieurs. Et ils préparent même leur fils à prendre la relève. On ne recrute plus de soldats dans les autres familles, dans les autres ethnies parfois les armées sont ethnicisées. Donc certaines communautés sont même exclues de l'armée. Donc il faut bien analyser nos armées. Pour qu'il y ait une armée nationale, il faut que la nation se mire dans son armée, que son armée soit respectée, que son armée soit éduquée et les moyens de faire son devoir. Mais il faut bien le reconnaître, les civils, peut-être qu'ils ont tort à 50%, parce que très rapidement, les militaires ne demandent pas l'avis des civils. Ils ont pris tout simplement le pouvoir. Les coups d'État, c'est quoi? C'est accéder directement à la gestion du budget national, à la gestion de l'ensemble des ressources nationales, sans passer par les civils. Donc, les gens ne pensent plus à ce qu'on appelle des armées républicaines, des armées de souveraineté, etc. Alors, pour qu'on revienne à des armées, il faut revenir à la conception de l'armée elle-même dans un État républicain. C'est un instrument républicain que l'armée nationale. Il faut qu'elle soit une institution nationale avec des moyens, dirigée par des hommes intègres et propres, avec une moralité nationale. Quand les gens ne pensent pas à la nation, ils ne pensent qu'à s'enrichir, comment voulez-vous qu'ils créent une armée? Par conséquent, je pense qu'il faudrait approfondir ces aspects-là, ne pas aller très vite. D'autant plus qu'au Mali, quand on parle du cas du Nord-Mali, moi je suis mauritanien. Vous savez que la Mauritanie est pleinement impliquée dans tout ce qui se passe au Mali ici. Le Moujaou est dirigé par des Mauritaniens. Comment voulez-vous que les gens viennent diriger les institutions religieuses et militaires au Mali et que demain ils ne pensent pas traverser la frontière pour aller de l'autre côté? Donc ces mouvements religieux, sous-régionaux, et qui sont très solidaires, parce qu'au fond, du point de vue idéologique, l'ensemble de ces mouvements terroristes-là, c'est le même mouvement. De Moujaou, quelque part, à Boko Haram de l'autre côté. Ils ont des écoles de formation communes. Ils sont équipés par des experts. Ils partagent le matériel, etc. Parce qu'on a sous nos yeux aujourd'hui des institutions sous-régionales qui existent, alors que les États n'existent pas. Les États ne sont pas solidaires. Il faut aussi que pour lutter pour la souveraineté des États, il faut que les États respectent leurs frontières respectivement, mais que ces États soient solidaires en matière de défense nationale. Moi, voilà ce que j'avais. Ce droit de nationalité en modèle, dans quel but? À quoi? Dans le but dans un pays africain. Dans un pays africain. Mais comme dans n'importe quel pays du monde, il y a des risques. Il y a la défense de la nation, il y a des agressions étrangères, il y a des dangers d'agression étrangère, mais surtout, il y a des situations nationales. Ces armées doivent même être, si elles sont bien pensées, être les premiers garants de la défense des institutions républicaines contre toute forme de déviation, etc. Bon, dans le cas de, excusez-moi, M. Koulibaly, dans le cas du Burkina Faso, apparemment dans la semaine qui s'est passée, même entre militaires, on a senti et on a entendu beaucoup de choses. Il y a des militaires qui ont cette conception peut-être de revenir au peuple, il y a des gens qui veulent continuer. Pourquoi Blaise Compaoré fait 30 ans, et pourquoi on donne le pouvoir aux civils? Mais si les civils s'attachent les reins, si les institutions civiques font leur rôle d'éducation, je crois qu'il faut qu'on se forme davantage. Il faut que de telles rencontres se multiplient et qu'elles soient transfrontalières. Moi, j'aurais voulu aujourd'hui parler à côté des gens du Nigeria. C'est la même ouest africaine. Mais parce que Boko Haram et les autres, ils ont déjà traversé les frontières. C'est maintenant seulement que nos États,
avec la dernière réunion de Niamey, que le Nigeria, cette fois-ci indépendamment de la France, que le Nigeria, le Niger, le Mali, le Bénin, etc., et le Tchad se réunissent pour voir qu'ils ont des problèmes en commun, des problèmes militaires en commun. Donc il faut être solidaire, il faut avoir des armées qui jouent leur rôle, comme dans tous les cas. Je crois que la question est posée, comment sortir des interventions? Pour sortir des interventions, il faut savoir comment arrivent les interventions. Il y a deux types d'interventions. L'intervention économique et financière. Nous, on passe tout le temps à critiquer le Fonds monétaire de la Banque mondiale, mais le Fonds monétaire ne vient jamais tant qu'il n'y a pas d'échec économique d'un pays. C'est quand il y a un échec économique qu'on fait appel au Fonds monétaire. Malheureusement, quand il vient, il n'est pas plus. En 54 ans d'indépendance, nous avons passé les 2 tiers sous les ajustements structurels. Et je ne sais pas quand est-ce que l'ajustement structurel va prendre fin. Ce n'est pas la faute du Fonds monétaire, c'est notre faute. Je crois qu'on aura l'occasion de vous dire ça. L'intervention militaire, c'est le même problème. Comme le cas du Mali. Si on est au Keïta, on a créé une armée de toutes pièces. Le Mali avait une armée qui était respectée. Et là, nous sommes ça. Mais depuis les années de 91, l'armée, on l'a mise de côté. Pourtant, nous avons de bons soldats. La preuve, les Français sont là. Le Kona à Gao, le Djavali à Tombouctou, sans casque, sans gilet, des fois même sans tant que celui voilà, les soldats me l'ont recouvert des Français. Sans casque, sans gilet. On est des soldats, mais ce n'est pas une question d'homme, c'est une question de politique. Donc, nous n'avons pas mis les moyens nécessaires à notre défense. Il y avait une équation entre nos stratégies de défense et les moyens mis en œuvre. Et surtout, même ces moyens ont été détournés au vu au sur tout le monde. Très bien. Bon, donc, c'est ça la cause des interventions. Comment mettre fin à ces interventions? Je crois qu'on aura l'occasion de vous. Mais je pense que pour cela, il faut d'abord que nous puissions nous assumer en tant qu'État. Institution, c'est bon. Mais on a l'impression que ce sont les institutions qui vont nous garder. Alors que c'est nous qui gardons les institutions. Les institutions ne votent pas les hommes qui l'animent, les hommes et les femmes qui l'animent. Pourquoi nous avons échoué économiquement et financièrement pour faire appel au Fonds monétaire? Pourquoi nous avons échoué militairement pour faire appel aux Occidentaux? Parce que il y a la mauvaise gouvernance. Pourquoi il y a la mauvaise gouvernance? Parce qu'il y a la corruption des élites. Et c'est une corruption qui s'est retrouvée généralisée au niveau de l'armée, la justice. Donc, le système nerveux s'est trouvé paralysé, plus d'État. Donc, je pense que ce sont les causes. J'espère que demain nous aurons l'occasion d'entrer dans le fond de la discussion pour la conclusion concrète. Je vous remercie beaucoup de me donner la parole. Je suis Massa Koné. Je suis le porte-parole de la convergence malienne contre les accaparements des terres et secrétaire général pour l'Association pour la défense des droits des démunis. Quand j'ai écouté la salle, la salle a traité, pour moi, une partie du problème pour nous éclairer sur qui sont à la base de ces interventions militaires. Oui, ça c'est bien. Et revenons aussi à l'aspect droit communautaire. Et revenons aussi dans nos lois et nos constitutions. Comment c'est élaboré? Nos lois et nos constitutions sont élaborées de telle sorte que les droits des communautés ne sont pas pris en charge. Et ça fait beaucoup d'indignes. Cela a été greffé par la mauvaise gouvernance. Et cette mauvaise gouvernance a créé beaucoup de torts à beaucoup de communautés du Mali. Nous sommes dans les problèmes du Nord, soyons tous solidaires pour régler ces problèmes. Mais il faut savoir que par la mauvaise gouvernance, on a fait encore beaucoup d'indignés dans beaucoup de communautés. Les gens perdent chaque jour leurs droits. Et chaque jour, nos États se permettent à ratifier des conventions pour respecter ces mêmes droits qui sont violés
dans les communautés, dans les villages. On arrive à un stade où, au Mali, il y avait une distinction entre la population et le jeune fonctionnaire ou le jeune militaire ou gendarme qui est là-dedans. Et il vient la propagande des politiciens. Donc le peuple n'a reçu aucune formation politique. On regarde au Mali, le peuple n'a aucune formation politique. Nous sommes tous sous l'emprise des politiciens. Nous sommes tous sous l'emprise des politiciens. Parce qu'on parle du problème du Nord, on les traite dans les bureaux, les experts les traitent entre eux, on fait de grandes rencontres, mais la communauté n'a jamais été consultée. S'ils sont consultés, on choisit parmi la communauté quelques élus ou le député ou le représentant de l'État envoyé dans ces secteurs pour aller parler au nom de la communauté. Voulons-nous avoir la solution de quelque chose qui intéresse des gens qui ne sont pas impliqués à la résolution? Tout le monde sait qu'au Nord, tous ceux qui sont en train de se battre, ils se connaissent entre eux. Mais pourquoi ne pas faire une forum ouverte à ces différentes communautés pour qu'ils parlent de leurs problèmes? Et revenons aussi au centre et voyons comment les lois sont appliquées chez nous. Et voyons comment les peuples perdent leurs terres. Je vous donne un seul exemple. Quand les djihadistes avançaient, quand ils sont arrivés à Léré, les gens de Léré nous ont appelés parce qu'ils font partie de l'Union. Nous, on a plus de 100 et quelques villages qui font partie de ces groupes de communautés. Les gens, ils ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Ils n'avaient que deux options. Tu fuis, tu laisses derrière toi ta famille, on les viole, on les traite de toute leur dignité. Ou tu restes, tu te fais enrôler. D'autant plus que tu es là, d'autant plus que tu étais là avant la rébellion, et le gouvernement n'a rien servi pour résoudre ton problème et tu étais en parfait chômage, tu étais obligé de faire des petits africains de drogue. Maintenant qu'ils sont arrivés, la deuxième option, tu te laisses enrôler. L'avantage est que tu perçois quelques dollars, tu peux continuer à faire ton petit deal et des drogues. Ta famille est protégée de toutes les viols. C'était les choix qui étaient là. Les gens se sont laissés enrôler parce que la famille est là pour protéger leur famille. Maintenant, s'il faut résoudre le même problème, ils ne sont pas là-dedans parce qu'ils aiment les djihadistes, non. Ils ne sont pas là-dedans parce qu'ils aiment les Mélélas, non. Ils sont là-dedans pour survivre. Et c'est ces questions qu'il faut traiter d'abord. C'est ces gens qu'il faut demander dans leur village. C'est ces gens de village qu'il faut demander. Parce qu'à l'air, ils avaient ras-le-bol quand il y a eu le problème d'addition d'eau, que tous les Maliens avertis étaient là. Les rebelles ont tiré sur la population devant l'armée malienne qui n'a pas intervenu. Parce que le maire était un ancien intégré. Ils veulent privatiser le Nord. Tous ces aspects se grèvent. Donc ça donne une ras-le-bol à quelqu'un qui est dans une communauté, qui n'est pas concerté, qui son sort est discuté par des politiciens et des universitaires. Moi je vous dis, pour résoudre notre problème, l'autre moyen est connu. Ces gens-là passent au-dessus parce qu'ils savent qu'il y a cette mauvaise gouvernance et qu'en cas de problème, ils se servent d'un déclic pour enrôler ces peuples mécontents, pour les utiliser contre leur propre peuple, parce qu'ils ne sont pas censés comprendre tout ce qu'on est en train de discuter ici. C'est le peuple qui doit apprendre ça. C'est la communauté qui doit s'impliquer de ça, qui doit, le jour qu'ils vont connaître tout ça. Je vous le dis, ce jour-là, ce n'est pas Kidal, ce n'est pas la famille des Ivoiriens. Personne ne peut régner sur eux. Mais parce qu'ils ignorent, parce que l'État ne s'y intéresse pas, parce que nous disons qu'ils ne sont pas la solution. C'est nous la solution. La solution n'est pas nous. La solution, c'est la communauté. Merci. Merci. C'est le dernier au fond, et puis il y a vous à droite. Ah oui, les deux derniers. Allons-y. Et Hassan Koné, je suis journaliste au Républicain. En fait, j'ai une petite remarque. Je n'ai pas compris une réaction de M. Soiré, qui a souhaité ne pas être cité sans son autorisation. Bon, je pense que Soiré intervient ici en tant que chercheur, et en tant que chercheur, on peut le citer en tant que chercheur. Ça, c'est mon point de vue personnel par rapport à cette réaction, parce qu'il n'est pas intervenu ici en tant que quelqu'un d'autre, il est intervenu en tant que chercheur. Donc je pense qu'en tant que chercheur, on doit pouvoir le citer. Ça, c'est un. Maintenant, ma question, et on a constaté avec le cas du Mali, on avait souhaité vraiment que la CEDEAO puisse prendre le devant des hostilités pour la libération du nord du Mali. Il y a eu des réunions stratégiques à gauche, des réunions stratégiques à droite, et on n'a jamais rien vu en réalité. Et
il se trouve qu'au niveau de cette institution, on a pris un moratoire qui empêche aux différents États de s'armer sans l'accord d'une structure qu'ils ont mis au niveau de la CEDEAO. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce contexte de menace qui plane pratiquement sur tous les États, si on veut que les États de la CEDEAO puissent assurer leur propre défense, pour assurer ta défense, il faut d'abord être armé. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas mettre en cause l'existence de ce moratoire, étant donné que la CEDEAO, qui devait pouvoir défendre tous ces États, ne peut pas faire le travail? Pourquoi ne pas aujourd'hui mettre en cause l'existence de ce moratoire, donner la possibilité à des États africains, à des États de la sous-région qui ont vraiment les moyens pour s'armer, de pouvoir s'armer pour assurer leur défense? Ça, c'est ma question. Merci bien. Avant de revenir l'intervenant, vous avez la parole. Amati, consultant senior en environnement et gestion des ressources naturelles. Ah bon, vous pouvez me citer, monsieur le journaliste. Alors, nous, au niveau de l'environnement, nous avons initié une fois avec le débat ce qu'on a appelé le barrage vert. Le barrage vert suit une certaine isoyette, je parle écologiquement là, une certaine isoyette part de Dakar jusqu'à Somalie. On la connaît, c'est le 16e parallèle. Et donc on a demandé à chacun des États de faire ce qu'il peut. Il ne s'agit pas de bâtir physiquement une barrière comme la muraille de Chine, que j'ai visité moi, et qui fait 4000 km contre Gengis Khan, dirigé à l'époque contre les Mongols. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de promouvoir sur une bande de 15 km de large des activités de mitigation de choses, de mitigation de la sécheresse qui favorisent une reprise biologique au niveau des choses. Et apparemment, ceux qui ont le plus réussi, ce sont les Tchadiens. Et ensuite les Sénégalais. C'est la barrière verte. Moi, si je propose une ceinture de sécurité. Une ceinture de sécurité, suivez-moi bien, ceinture de sécurité militaire. Pour la même bande là, ça aide parce que c'est elle qui est problématique. Parce que vous savez, de la Somalie jusqu'à Mauritanie, là, entre la Mauritanie et le Sénégal, il y a un problème. En passant par nous mêmes. Donc, faisons entre griffes une ceinture de sécurité, à l'image du barrage vert là, qui occulte la souveraineté nationale des États et qui se réfère au statut même de l'Union africaine. Et mon pays, le Mali, porte dans sa constitution que nous sommes d'accord de perdre notre souveraineté nationale au profit de quelque chose qui est initié au niveau de l'Union africaine. Ça c'est clair. Alors pourquoi on n'utiliserait pas cet aspect-là pour promouvoir une ceinture de sécurité militaire? Créons-la, qu'on la crée là. Et puis bon, qu'on lui donne qu'on lui donne un mandat qui est bien écrit, et là je ne suis pas d'accord. Je suis au contraire, il faudrait qu'il y ait des interventions étrangères, parce qu'au fait nous ne pouvons pas. Nous ne gérons même pas les concepts même de sécurité, nous ne les gérons pas. Nous n'avons pas les moyens. Donc jusqu'à ce que nous soyons autosuffisants, ça veut dire dans un siècle, pour moi, nous sommes obligés de faire appel à la France, aux États-Unis, à tout le monde, à toutes les bonnes volontés, à la Chine, pour promouvoir en tout cas notre sécurité. Donc ça veut dire, je veux mettre une ceinture de sécurité qui va suivre le 16e parallèle, qui passe à la latitude de Thessalie. Donc, qu'on fasse des actions en tout cas de protection contre le terrorisme, contre le djihadisme. Qui viendrait du Nord. Ah ben oui, d'accord. Voilà. Monsieur le Président, merci. Vous avez coupé la route là, parce que c'était... Oui, voilà pourquoi je fais le coup d'état au Premier ministre. Allons-y rapidement. La première question, c'est quoi? Comment voulez-vous que nos États indépendants en 60
et signer des accords de défense militaire avec la France, et que vous voyez en même temps qu'ils développent une armée nationale de défense. C'est pas possible. Nos armées nationales sont des armées de parade et de répression contre ce qu'ils appellent les subversifs dans le pays. Mais la défense de la sécurité de nos pays, on l'avait délégué à la France. Donc revenons un peu. Tant qu'on ne mettra pas en cause ces accords de défense avec la France, je vous dis, on n'aura pas d'armée nationale. Il ne faut pas qu'on se trompe. La deuxième question, c'est par rapport à la malgouvernance. Mais depuis quand ce vocabulaire est rentré dans notre langage? Je vous dis, au Sénégal, nous avons été les premiers en 1995 à utiliser le terme malgouvernance et qui nous a coûté notre limogeage du gouvernement d'Abdou Diouf. Et l'année suivante, la Banque mondiale a sorti son dossier, son document sur la bonne gouvernance, good governance. Et Abdou Diouf qui nous a viré du gouvernement parce que nous avons utilisé le terme malgouvernance pour juger sa gestion. Donc l'année suivante, en 1996, il a adopté le programme de bonne gouvernance de la Banque mondiale. Et depuis lors, on ne parle bonne gouvernance, bonne gouvernance. Mais avant, la mauvaise gestion, il faut dire, c'est le terme. La mauvaise gestion, la prédation de nos ressources, c'est ça qu'il faut dire. Et laisser tomber bonne gouvernance, bonne gouvernance, c'est les histoires. Les militaires étrangères sont en Allemagne. Et pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas les mêmes effets sur l'Allemagne qu'elles ont ici? Dernier intervenant. Il a pris la parole avant moi, mais il a marqué sur ma plateforme. Effectivement, un bon coup d'état. Moi, je voulais réagir par rapport à une proposition de soirée. Effectivement, je réagissais par rapport à la notion de gouvernance. Et lui, il a pratiquement faussé la route. Toutes mes excuses. Nous avons tellement fait ce que vous mettez dans la notion de bonne gouvernance. Moi, depuis jeune fonctionnaire, depuis les accords Sandbay avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale, on applique tout. Et on dit à chacune des fois qu'on applique, par année budgétaire, l'année d'après, on est encore. On recule. Moi, je suis revenu au Mali en 1986. Le gouvernement malien a signé son deuxième accord Sandbay avec le Fonds monétaire en 1988. Et de 1988 à maintenant, c'est des malentendus. Évidemment, je ne suis pas, bon, les mots, les valeurs que parle le contenu qu'on entend. Je veux bien qu'on soit bien. Ce vieux mot du XIIIe siècle est revenu, il a dit, je ne sais pas comment, mais subrepticement, nous l'avons, la Banque, les institutions internationales l'ont repris, réchauffé et ont donné un contenu. Je vais vous donner un seul exemple de bonne gouvernance. Le cas de la Roumanie de Ceausescu. Ils l'ont saigné à blanc. Quand il chutait, il n'avait pas de dette. Mais pourtant, on a dit non, que c'est un dictateur. On le prend, notamment, sans rien, et on va le juger. C'est ça la bonne gouvernance. Parce que ces institutions ont tout le temps intérêt à ce que nos États soient endettés. J'ai lu un autre cas où je crois que le pays a quelque chose voulait pratiquement tout payer. On dit non, tu ne peux pas tout payer. On a signé des accords à partir desquels, voilà les décisions qu'il faut respecter, parce que par échange, tu payes plus. Donc, moi je pense, et la question qu'on se pose, comment éviter les interventions en Afrique, c'est en réalité, si Issa n'était pas mon professeur, j'allais lui demander d'intituler le forum comme ça. Parce qu'en réalité, c'est ça. Tout ce que parce qu'il y a plusieurs fois qu'on a assisté aux conférences des professeurs et autres choses, on a beaucoup entendu. Maintenant, nous voulons de nos professeurs, de tous nos intellectuels, qu'on nous dise comment pouvoir éviter. Parce que maintenant, tant qu'il y a capital financier, il y aura intervention. Tant que le capital financier existe, il y aura intervention. Et les interventions militaires ne sont pas les pires. Les interventions financières sont pires souvent que
vous allez me dire que j'exagère, mais elles sont pires souvent que certaines interventions militaires. Combien de familles à Bamako, combien d'usines fermées dans les cas d'ajustement structurel où les chefs de famille soit ont fui, soit ont perdu complètement leur autorité. Et c'est à partir de cet instant, je crois, à partir des débuts des années 80 jusqu'à maintenant, qu'il n'y a plus d'autorité au Mali, ni à l'école, ni en ville, ni dans l'armée, ni ailleurs. Moi, je pense, comme le doyen l'a dit, si nous sommes conscients de cela, les djihadistes et autre chose, ils ont une internationale. Ils ont une internationale. Ils mutualisent, si vous voulez, tous leurs moyens, les moyens de formation, les moyens d'information et d'autres. Pourquoi aujourd'hui on ne le ferait pas nous aussi? Mais vouloir, il faut imposer à l'impérialisme une force qui lui soit supérieure, sinon il y aura toujours intervention. Vous posez une question pour les Allemands là. Oui, il faut répondre. Oui, c'est très bien, oui. Mais ça, c'est une question pour tout un colloque. Pour les Allemands. Bon, évidemment, les bases étrangères en Allemagne, elles ont leur histoire. C'est l'histoire de la Deuxième Guerre et à la suite de la Deuxième Guerre, évidemment, tous les pouvoirs alliés ont établi leur base. Vous savez que avec la conférence de Potsdam, on avait divisé l'Allemagne en zones. Il y avait la zone française, il y avait la zone britannique, il y avait la zone des États-Unis et la zone soviétique. Et évidemment, chaque pays a créé ses bases militaires dans sa propre zone, premièrement. Et ça, c'était au début des bases d'une armée d'occupation. C'est avec le développement des deux Allemagnes et de la division de l'Allemagne qu'ils ont changé de nature, évidemment. Ils ont changé de nature, mais officiellement, le statut d'occupation restait jusqu'à 1990, jusqu'à l'annexion de l'Allemagne de l'Est ou la dite unification, réunification. Bon, mais c'était annexion, même légalement c'était une annexion. On les a soumis sous notre constitution. On n'a même pas fait des assises nationales ou une conférence nationale pour fonder, poser la fondation d'une nouvelle État. Ça n'existait pas. On attend ça toujours, ça va pas venir. Bon, pour revenir sur les bases, c'est quoi les effets des bases en Afrique de l'Ouest? Et c'est quoi les effets des bases en Allemagne? Je vais parler seulement des effets des bases en Allemagne et Afrique de l'Ouest, c'est vous qui répondez à ces questions-là. Initialement, évidemment, c'était un moyen d'occupation. Et avec l'orientation de l'Allemagne de l'Ouest, de devenir membre de l'OTAN et tout ça, c'était aussi c'était les bases qui servaient, comme on était on the front line, dans le front de la guerre froide. C'était chez nous premièrement que la Troisième Guerre mondiale, si jamais ça venait, comment est-ce qu'on dit ce conditionnel en français, devrait se développer. Et c'est pour ça qu'il y a toujours eu des planifications, surtout des militaires des États-Unis, des planifications de guerre dans cette zone-là. Et évidemment aussi, les armes qu'on a eues dans notre territoire ont développé avec les stratégies de guerre. On a eu jusque récemment, à mon avis c'est aussi dans les années 90 qu'on a
envoyé les dernières armes chimiques et biologiques qui étaient déposées dans les bases des États-Unis sur le territoire allemand. Ils étaient là pour des années et des années et des années. Et ils ont provoqué aussi, évidemment, des protestes, comme partout en Europe, partout au monde où il y a des bases des États-Unis, provoqué aussi assez de protestations de la population parce qu'on ne voulait pas que les armes chimiques sont directement à côté de chez nous. Il y a l'effet aussi que chaque base militaire effectivement est subventionnée par les gouvernements régionaux. Ça veut dire que ça nous coûte cher. Même les bases qui existent toujours, comme beaucoup de bases sont disparues avec la dignification, mais par exemple la grande base aérienne de Ramstein existe toujours et c'est la plus grande base aérienne militaire des États-Unis hors de l'Europe. Et c'est cette base qui est utilisée pour beaucoup d'interventions et beaucoup de guerres des États-Unis. Alors, qu'est-ce que je voulais dire sur Ramstein? C'est subventionné? Oui, c'est subventionné indirectement par le gouvernement régional, subventionné parce que la construction des maisons pour les Américains, les militaires américains qui vivent dans la ville de Kaiserslautern, vous connaissez peut-être le club de football, c'est subventionné fortement par le gouvernement régional et des autres infrastructures que ces bases utilisent sont subventionnées. On peut même dire qu'il y a des autoroutes qui connectent la base de Ramstein avec l'aéroport de Francfort dans une zone assez rurale, complètement inutile si on ne sait pas que c'est pour avoir une infrastructure militaire qui lie ces deux aéroports, la base de Ramstein et le grand aéroport de Francfort, pour des raisons militaires. Alors, évidemment, ça c'est quelques effets de ces bases-là. Ils provoquent les protestations, évidemment. Il y a peut-être il faut mentionner ça parce que ça fait partie de l'histoire régionale. Il y a des fois les accidents. La base aérienne de Ramstein, ils font évidemment pas seulement les vols aussi très très bas. Ça fait du bruit aussi. Quand moi j'étais à l'école, des fois on ne pouvait pas faire les cours parce qu'il y avait les avions qui passaient. Mais aussi dans cette époque, il y avait une grande comment est-ce qu'on dit ça, une grande big air show. Pardon? Oui, Elle expose les avions. Oui, là, on a exposé les avions et ils ont fait les vols, les formations et tout ça. Un meeting aérien. Alors, lors d'une de ces meetings aériens, il y avait un grand accident avec une formation italienne. Et il y avait plus d'une centaine de morts parce qu'il y avait les civils qui ont regardé ce qui se passe dans l'air là. Et bon, et il y a de nombreux accidents évidemment qui sont liés à les activités de ces bases qui ne sont même pas comptées. On parle aussi, mais là je n'ai pas de preuves, mais ça sera intéressant de rechercher sur ce thème-là. On parle aussi que il y avait même volontairement que les avions ont vidé la kérosine avant d'enterrer pour se libérer d'une kérosine qui était surchargée. Et
que ça se retrouve dans nos forêts. Bon, je n'ai pas eu des recherches où on pouvait prouver cette existence de kérosine. Mais il y a des gens qui réclament ça. Peut-être aussi les effets sur la démocratie, peut-être il faut parler de ça aussi. La critique des bases de Rammstein était raison pour une chasse contre, par exemple, des enseignants, des professeurs des lycées qui étaient dans le mouvement contre ces bases-là. On les a accusés d'être communistes. Peut-être ils étaient, peut-être ils n'étaient pas. Mais l'accusation d'être communiste en Allemagne fédérale suffisait pour que, si tu étais professeur dans un lycée, pour être limogé. Alors il y avait aussi cet élément de répression du mouvement qui s'est fait contre les bases. Bon, ça c'est un peu les effets peut-être qu'on a eu en Allemagne de l'Ouest, qui continuent aussi dans l'Allemagne unifiée. Bon, l'Allemagne de l'Est, moi je n'ai pas vécu là-bas, ça c'est Catherine qui va vous expliquer ça demain. Okay. Merci. Merci pour cette contribution. Merci beaucoup. Nous revenons au panel maintenant. Si vous avez des interventions de conclusion, avant qu'on vous remette. Oui, monsieur Koné, vous pouvez bel et bien me citer. Quand j'ai posé la question, c'était pour savoir, en fait, il y a des réunions où on dit en fait on ne peut pas citer quelqu'un sans son... Ce qui se dit reste à l'intérieur. Exactement. Donc ça permet en fait de mener le débat à un certain niveau dans une ouverture. Je travaille pour une institution intergouvernementale, donc je peux être associé à des dossiers, il y a des éléments pour, aux fins de compréhension où on peut discuter. Mais je pense que j'ai réussi à ne pas rentrer dans ces eaux. Donc vous pouvez bel et bien me citer Proletala. Oui. Et juste rapidement, je pense qu'il y a eu plus de commentaires que de questions. Gouvernance, je pense qu'il faut regarder le contenu. Quand j'ai parlé de la bonne gouvernance, j'ai donné un exemple précis. Et là, je pense que cela n'est pas lié à d'où vient le terme. Je ne suis pas un fan des programmes d'ajustement structurel. J'ai parlé de quelque chose qui est contenu dans nos constitutions, lesquelles constitutions sont en quelque sorte un contrat entre les gouvernants et les gouvernés. Donc ce n'est pas en fait des choses qu'on peut dire qui sont imposées déjà. Il s'agit que ce que nous avons ici, qui règle la gouverne de nos États, soit respecté et que les populations aient un droit à ça et que si on avait ça, ça pourrait prévenir beaucoup de conflits. Donc c'est ce que je voulais dire. Je pense que ce sont les commentaires que je voudrais faire. Merci. Bon, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que pour préciser la composition de Boko Haram, on dit que la plupart d'entre eux sont issus de la confrérie Isala au Niger, qui est une scission à l'intérieur d'Isala qui s'est radicalisée et qui a formé Boko Haram. En tout cas, c'est ce qui se dit au Niger, voilà, pour votre information. Quant à la notion de gouvernance, je pense quand même utile de préciser que c'est le vocabulaire de l'entreprise chez les anglo-saxons et plus particulièrement chez les Américains. Donc là aussi, ça a une signification idéologique, d'autant que quand on sait quelle est la position des experts économistes omniscients de la Banque mondiale, qui vont dans le sens qu'il faudrait que l'État, pour qu'il relève d'une bonne gouvernance, il faudrait le privatiser davantage. Donc la notion de gouvernance renvoie à une conception de privatisation aussi des institutions et de la société. Oui, moi aussi, j'irai dans ce sens. J'ai commis un livre il y a quelques années qui s'intitule « Gouvernance, le management totalitaire ». Et il s'est agi de suivre la généalogie de ce terme. Ce terme provient effectivement des théories de gestion d'organisations privées,
Il a consisté dans les années 60, entre 50-60, avec un terme un peu pompeux d'ailleurs, à donner au fond à des entreprises qui devenaient de plus en plus grandes une sorte de constitution en fait. La gouvernance d'une entreprise, c'était le terme pompeux à l'époque, consistait à départager le pouvoir entre par exemple les actionnaires, les dirigeants, les cadres, les employés, ainsi de suite. Bon. Et en fait, à partir des années 70-80, le gouvernement de Margaret Thatcher a transposé ce terme-là dans le domaine politique. Donc ça nous vient de Margaret Thatcher. Mais donc, ça veut dire qu'au fond, on a renversé au fond, le rapport, plutôt que de voir la gouvernance comme étant la constitution des organisations, on s'est dit, au fond, la constitution d'un État doit un peu ressembler à ce qui est l'ordre de la gouvernance dans l'entreprise privée. Et on s'est mis à gérer l'État comme un business, avec des modes de contrôle, avec je dirais, un soutien à l'entreprise complètement effréné. Et aujourd'hui, quand on lit sur les théories de la gouvernance, de la part de ceux qui les élaborent, ce n'est pas théorique, ce dont on se rend compte, c'est qu'il s'agit de mettre sur la base d'un partenariat, et tout le vocabulaire là est de type privé, sur la base d'un partenariat, des acteurs qui acceptent leurs inégalités pour en arriver à un consensus sur la base de projets qui sont très souvent motivés par des entreprises privées les plus puissantes. Et bon, il s'agit effectivement de toute une série de termes qui en même temps favorisent, disons, les groupes qui dominent, parce qu'il s'agit au fond de hisser le fait de la gestion au rang de la politique, de supprimer la politique par la simple gestion sur une base implicite qui est de type néolibéral. Donc effectivement, je pense que c'est un terme qui est tout sauf neutre, mais le problème c'est comme c'est un terme qui n'a pas d'histoire, il n'y a pas vraiment de philologie, parce qu'effectivement c'est un terme du XIIIe siècle, mais il est tombé complètement dans l'oubli, on l'a repris seulement dans les années 1960. Donc c'est un terme qu'on peut utiliser de manière galvaudée dans tous les milieux, et de donner l'impression qu'il s'agit de parler de démocratie, parfois même sur la mode subversif, alors qu'il s'agit très souvent de gérer les choses comme une business au profit des plus puissants. Et quand on lit sur la gouvernance, on se rend compte qu'il y a presque autant de définitions que de gens qui l'utilisent, mais au fond, ce que j'ai essayé de dégager au titre des prémices du concept est plus souvent ce qui s'observe. Merci beaucoup, Alain Benoît. Le panel portait sur comment sortir des interventions étrangères actuelles. Nous avons écouté l'exposé du directeur de recherche émérite, l'anthropologue Bourgeot, qui nous a parlé des difficultés du Nord Mali entre les narcotrafiquants et puis les djihadistes. Et il a présenté un nouvel ordre du capitalisme mondialisé qui serait autour, derrière, avec, ou en tout cas qui joue sur ces deux tableaux. Qui le prononce par rapport à l'adversaire, c'est pareil pour les termes rebelles et autres. Et puis Alain Benoît nous a montré que, bien que dans les discussions nous ayons souvent soutenu ici que tous ces conflits, cette guerre au Nord Mali se fait autour du contrôle des minerais, qu'un grand pays comme le Canada, des États à construire et qui n'existent pas, et puis de faire attention aux finances. Sauf que ces dernières années, ces derniers mois, on a vu tous les États africains courir sur les marchés des eurobonds, parce que l'argent était bon marché là-bas, les taux d'intérêt presque zéro, et ce sont les États qui, avec leur croissance, et des banquiers qui se sont rencontrés, au lieu de placer leur argent à 0%, 1% ou 2% en Europe, ils les ont prêtés à des chefs d'État africains à 6, 7, 8%, et tous ont couru s'endetter. Et très souvent, j'ai vu la société civile et la population africaine applaudir quand on dit que le président sénégalais est allé pour chercher 500 millions de dollars, on lui a même proposé 1 milliard de dollars. Que le président ivoirien, le président gabonais, le président congolais, tous sont allés dans les eurobonds. Et aujourd'hui, le gouverneur de la Banque centrale américaine, la politique monétaire est en train de changer, le dollar est en train de reprendre poids de la tête, les taux d'intérêt sont en train de changer. Il va falloir rembourser ces eurobonds sur une dizaine d'années. Il va falloir rembourser. Donc, si c'est pas remboursé de nouveau, que la Banque mondiale et le FMI reviennent pour nous obliger à rembourser,
qui va-t-on accuser? Le créancier qui vient réclamer son dû ou nos chefs d'État, alors que nous sommes d'accord que ces États eux-mêmes sont totalement défaillants, que la population, est-ce que ce sont les chefs d'État qu'il faut accuser, les États ou les créanciers? Demain matin, je pense qu'on continuera sur les causes, les aspects et les dimensions de la crise actuelle. Peut-être que ces questions-là nous permettront d'approfondir toutes les discussions de la journée. Je ne conclue pas la journée, mais je conclue juste sur ce matin. Ça s'achève là la séance de cet après-midi. Et demain matin, nous allons commencer à 9h. Merci. Merci. Parce qu'il dit qu'il a fait l'assemblée dans une